Faut-il investir dans Viridian? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite avec le cours de l'action. Bon, il s'est bien craché depuis 10 ans, hein. Alors, on voit 4 500 €. Bon, c'était évidemment pas à ce niveau-là. Il y a eu des regroupements d'actions puisque c'était un penny stock. C'est l'ancien CGG qui passait par une douloureuse phase de restructuration. Pourquoi? Eh bien, CGG Viridien, c'est une boîte qui opère dans le parapétrolier et leurs clients, ce sont les pétroliers et les gaziers. Leur but, c'est de les aider à trouver des champs pétroliers ou gaziers. Et donc, pendant la période, de disette pétrolière, on va dire de 2015 à 2018-2019, eh bien, ils ont complètement souffert puisque la dépense en capital de ces acteurs, de leurs clients, était très basse. Bon, maintenant, on se stabilise. Depuis octobre 2024, on a touché un point bas et on est en train de rebondir. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On regarde ça. Alors, croissance du chiffre d'affaires. On va regarder si on a les 12 derniers mois, si on a la publication de mars, on l'a. On se met en 12 mois glissants. Hop. Donc, en médiane, décroissance de 9%. Plus, bon, c'est normal, hein, on l'a dit, hein, ici, on voit les dégâts, hein, et sa période de disette complètement. À nouveau en 2020-2021, là, on sait pourquoi, évidemment. Bon, par contre, depuis, alors en 2022-2023, on a un peu ralenti, mais il y a eu 2 années de forte, enfin, il y a eu des trimestres de forte accélération. Donc là, c'est on va dire la stabilisation maintenant. Si on À mon avis, on peut quand même zoomer un peu sur la période récente pour se rendre compte du vrai, niveau de croissance. On va dire depuis, 2020, il y a quand même de l'exceptionnel. Si on se met sur 3 ans, on voit qu'en médiane, on croît de 7, ce qui est pas mal. Et sur le dernier trimestre, on fait 6,5, ce qui est bien. Il n'y a pas d'acquisition à signaler. Il y a 38 millions, ce qui est quasiment rien d'acquisition à signaler. Enfin, c'est quand même 10%, hein, à signaler sur les 3 dernières années. Bon, en tout cas, niveau croissance, ça a l'air de repartir, puisque évidemment, dans le secteur pétrolier et gazier, maintenant, on commence à refaire la dépense en capital, vu que le prix du baril est à un niveau correct. Donc, pas mal, dans le contexte, on va dire. Ensuite, on regarde les taux de marge. Donc là, pareil, il faudrait plutôt, la nouvelle réalité, ça va être plutôt sur les quelques dernières années, hein. On voit que sur 5 ans, alors le taux de marge brut, il est plus bas que le taux de marge d'EBITDA, donc là, il y a de la magie, comptable. Enfin, il faut regarder comment ils calculent leur taux de marge brut. On va ignorer du coup, ce taux de marge brut. On voit qu'en taux de marge d'EBITDA, on a 44%. En taux de marge net, on a 2%. Là, par contre, on est très, très proche du seuil de rentabilité. Qu'est-ce qui se passe au niveau des free cash flow? Ouais, c'est mieux. C'est mieux, OK. Donc là, il y a encore du non cash, hein. Il y a encore des Ouais, on va aller voir ça dans le tableau de flux de trésorerie, mais il y a encore des dépréciations et cetera. Ça, c'est le passé, en fait, qui est en train d'être purgé. Bon, en termes de free cash flow, on est bien. En termes de marge d'EBITDA, on est bien. Ça a l'air de s'améliorer, quoi. Donc, plutôt sur 3 ans comme ça, il faudrait regarder, et on voit que les free cash flow, ils sont en croissance depuis 3 ans. Le taux de marge net, légèrement, ça s'améliore. Donc, pourquoi pas? On n'est pas encore sorti de l'auberge, hein, mais ça s'améliore. Ensuite, on peut regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, ici, on est sur, allez, mettons-nous sur 10 ans, on va voir. On est sur 10 milliards de pertes en 10 ans, mais 12 milliards de free cash flow. Donc là, il y a du non cash, hein. Ce qui s'est passé, il y a eu des dépréciations énormes. Donc, là, les free cash flow, on sait, d'avance il faudra mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Quoique à mon avis, sur les dernières années, on pourra utiliser quoique on a encore non, on a encore du non cash à purger. Donc, non, il faudra utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du BFR? Il est positif, ce BFR, dommage, mais bon, il est pas très, très, très loin de zéro, donc ça, c'est pas mal. Et est-ce que cette variation du BFR, elle s'améliore? Non, pas vraiment. Il s'est dégradé de 260 millions sur 5 ans, donc bon, pas exceptionnel. Ensuite, qu'en est-il de la dépense en capital par rapport aux dépréciations et amortissements? Donc, on arrête la dépense en capital, en cumulé en tout cas. On va peut-être regarder sur 3 ans parce que c'est la réalité. Bon, sur 3 ans, on voit que c'est, à peu près équivalent. Un petit peu moins de CAPEX que de dépréciation amortissement. Bon, on est sur une boîte qui est en phase de maturité à mon avis quand même, hein, donc c'est un peu normal que les CAPEX s'arrêtent et qu'on agrandisse qu'on agrandit plus l'appareil productif. Bon, et ensuite, est-ce qu'il y a du other non-cash item? Là, il doit y en avoir une tonne, voilà, 1,450 milliard. Donc là, en fait, je pense qu'ils ont amorti, une tonne d'écart d'acquisition qu'ils ont dû faire. Ils ont amorti plein de choses, passer des provisions et cetera. 12 milliards ici, hein, donc ça vous explique toute la différence ici. Bon, voilà, on est sur un dossier qui est en train de s'améliorer et les free cash flow le montrent.
Regardons la rentabilité maintenant en termes de rendement des capitaux investis. On est à 4% en médiane sur 10 ans. Zoomons sur 3 ans quand même. 6,4, c'est pas exceptionnel, mais ça s'améliore fortement. 8,6% sur les 12 derniers mois. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça s'améliore vraiment. La rentabilité est en train de revenir assez structurellement. Qu'en est-il de la dette? Alors, la dette, bon, c'est bien, ça s'améliore aussi la dette, hein. Donc, si on dézoome, je pense que voilà, hein, là, c'était catastrophique en 2017. On va voir comment on s'en est sorti, mais j'imagine qu'on a fait des augmentations de capital. Voilà, c'est le cas. Bon, tac. La dette, là, c'est bien résorbé, hein. On n'est plus qu'à moins de 2 fois l'EBITDA. Ça, c'est qu'un niveau soutenable, hein. Et puis l'EBITDA est en train de monter. Donc, et la dette, elle reste stable. Donc, ça, c'est bien. Pareil pour les free cash flow, 2 à 3 fois les free cash flow. Complètement soutenable à ce niveau. Donc, ça, c'est bien. Les bilans est pas trop mauvais, le correct, on va dire. Retour aux actionnaires, le rendement d'actionnaire. Donc, il n'y a pas de dividende de payer. Le niveau des actions et le shareholder yield, donc le rendement de l'actionnaire, il est nu. Il y a en fait, voilà, donc là, il y a eu l'augmentation de capital pour se désendetter. Donc, ça a fortement dilué les actionnaires précédents. Si on zoome sous 3 ans, bon, il y a un peu d'émission d'actions, mais ça, il faut voir d'où ça sort. Est-ce que c'est des actions qui sont remises en circulation depuis l'autocontrôle ou est-ce que ce sont des actions nouvellement créées? Bon, après, on voit qu'on a un rendement d'actionnaire qui est légèrement négatif, mais rien de trop inquiétant. Donc, ils sont pas encore prêts à verser un dividende, mais je pense qu'ils en auraient les moyens, hein, vu qu'il y a des free cash flow. Donc, on pourrait verser, allez, on pourrait verser 45 millions de dividendes, juste pour histoire d'eux, quoi. Et ça ferait tout de suite, ça ferait un rendement du dividende qui est exceptionnel, hein, puisque là, on a 400 millions de market cap. Si on verse, mettons qu'ils versent 40 millions de dividendes, ça ferait 10% de rendement. Donc, il y a quand même du potentiel de rémunération d'actionnaires, hein, sur Viridien. Ensuite, on va aller vérifier la valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, ça vaut rien. Sur 10 ans, la médiane sur 10 ans, c'est 3,9. Évidemment, hein, vous avez, sur ces 10 ans, vous avez 8 ans de catastrophe, quoi. Si vous regardez sur 20 ans, combien qu'on s'est payé, voilà, hein, sur 20 ans, on avait des périodes quand même où on était plutôt à 6-7, hein, en termes de valorisation. Maintenant, voilà, on est plus si on se remet sur la nouvelle réalité qui est, on va dire, ce qui se passe depuis 3 ans, on est à 3,5, ce qui est rien. Et en valeur d'entreprise sur EBITDA, maintenant, on est à 2,6. Donc vous avez une décote énorme sur Viridien. Superbe marge de sécurité. Est-ce qu'il y a une marge de sécurité supplémentaire? Il y a pas de, alors il y a pas de le chiffre de price to tangible book value, dommage, il faudra aller chercher soi-même dans les publications d'entreprise. Si vous regardez en price to book, décote de 60. Mais est-ce que c'est une vraie décote sur capitaux propres? Regardez les goodwill, hein. Si on regarde les cas d'acquisition, on en a pour combien? On en a pour 1,10 milliard. Là, vous avez 400 millions de market cap, donc en fait, il n'y a pas une vraie décote sur actif, quoi. Sauf si vous considérez que le goodwill est un actif. Bon, ça, c'est discutable. Donc non, il n'y a pas de double marge de sécurité, mais conclusion du dossier Viridien, eh bien, je pense que Viridien mérite une place en watchlist et est en train de s'améliorer assez fortement, hein. Donc ça peut être intéressant et ils ont déjà des free cash flow qui pourraient permettre de commencer à rémunérer l'actionnaire. Donc je trouve ça tout à fait intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.